Le vaccin peut-il être efficace? Évidemment, puisque si on fait un vaccin et qu'on le commercialise, c'est qu'on espère qu'il va être efficace et protégé. La question qui se pose avec le coronavirus, c'est la durée de protection immunitaire, que d'ailleurs cette protection immunitaire soit naturelle après infection ou acquise après un vaccin. Et là, on est encore un petit peu dans le flou. La question du vaccin, comme je viens de le dire, évoque la problématique de l'immunité et de l'immunité personnelle. C'est-à-dire, est-ce que moi, quand j'ai le coronavirus, je suis protégé à vie? Pas de réponse définitive. Est-ce que quand je suis vacciné, je serai vacciné pour la prochaine vague qui arrivera cet hiver ou l'année prochaine? Pas de réponse définitive. Et la grande question aussi qui s'est posée et qui se pose dans des pays comme l'Angleterre qui avait commencé à faire cette hypothèse, ou la Suède qui continue sur cette hypothèse qui est l'immunité collective, c'est-à-dire plus il y a de gens qui sont contaminés, plus il y a de gens protégés et il n'y aura plus de transmission. Eh bien là encore, on n'est pas tout à fait convaincu que cette stratégie soit bonne, il suffit de regarder les chiffres et en Angleterre et en Suède. Le virus, c'est un micro-organisme vivant. Comme tous les micro-organismes vivants et qui se multiplient beaucoup, eh bien, il y a des changements, qu'on appelle des mutations, qui sont naturelles, normales, quand ils vivent dans l'autre. Et plus il vit et se promène dans la population longtemps, plus il y aura de mutations. Donc c'est normal, il y en a, et on ne peut rien y faire. La question qui se pose, c'est est-ce que ces mutations vont conduire ou à un virus moins virulent, moins méchant, ou à un virus plus virulent, et donc qui sera plus grave? Eh bien, pour l'instant, on n'en sait rien, mais cette probabilité, par définition, existe, mais purement par accident et pas par création, je dirais, volontaire du virus. La problématique de l'épidémie qu'on vit actuellement, c'est le nombre de personnes qui sont infectées, contaminées, purement asymptomatiques et malheureusement contagieuses. Et la proportion est probablement actuellement sous-estimée, mais il y a au moins 50% des personnes qui sont contaminées par ce virus qui sont complètement asymptomatiques. La grosse proportion de ces personnes asymptomatiques mais contaminées par le coronavirus, c'est qu'elles sont contagieuses. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'actuellement, la politique, c'est de chercher ces personnes asymptomatiques par une recherche active, ce qu'on appelle en anglais un contact tracing, qu'on cherche les contacts pour les dépister, parce qu'ils ne se sentent pas malades, ils ne savent pas qu'ils ont été contaminés, mais eux, ils transmettent parce qu'ils sont asymptomatiques, ils prennent beaucoup moins de précautions que les gens qui sont malades, qui eux savent qu'ils peuvent transmettre. Alors, actuellement, la stratégie de prévention au cours de l'épidémie auquel on fait face, c'est les distances, la distance minimum de 1 mètre entre les personnes, surtout si bien sûr il n'y a pas de masque. L'hygiène des mains, on a vu qu'il y a une transmission possible par les mains qui sont contaminées, et le port de masque. Ces 3 mesures sont, dans la très grande majorité des cas, dans un milieu, je dirais, professionnel standard ou en ville, dans la communauté, largement suffisant à prévenir si c'est appliqué de façon stricte. Quand on va travailler dans un endroit et qu'on partage des tables, des amphis, etc., eh bien, on sait que les surfaces peuvent éventuellement avoir été contaminées si les personnes avant n'avaient pas de masque, ont éternué ou ont contaminé ces surfaces avec les mains. Donc les surfaces peuvent être contaminées, il faut les décontaminer régulièrement, mais théoriquement, si on fait une bonne hygiène des mains avant d'utiliser une salle commune et que tout le monde porte un masque, par définition, on ne peut pas contaminer les surfaces. Alors on l'a vu, on a parlé de l'hygiène des mains et on a parlé de la contamination des surfaces par les mains, et donc beaucoup de personnes, pour ne pas se contaminer les mains, ont envie de porter des gants. Eh bien, c'est très simple, s'ils portent des gants et qu'ensuite ils vont se frotter le nez, ce sera les gants qui vont les contaminer plutôt que les mains. Le port de gants n'a aucun intérêt, le virus est sensible à l'eau et au savon, le virus est sensible aux produits hydroalcooliques, et donc on peut l'éliminer facilement, il n'y a pas de raison de porter des gants en dehors d'un risque d'exposition professionnelle comme à l'hôpital. La problématique et une question qui n'est pas complètement résolue actuellement, c'est la transmission par voie aérienne de ce virus.
Alors qu'est-ce que ça veut dire par voie aérienne? Eh bien, ce sont des microparticules qui sont transportées dans l'air et que l'on respire. Ce n'est pas les postillons qui sont des grosses particules, mais ce sont des microparticules. Et pour ces microparticules, il y a tout l'air qu'on respire, s'il n'est pas filtré de façon efficace, pourrait théoriquement être contaminé. Cette transmission par voie aérienne existe probablement dans le coronavirus 19. Elle existe probablement uniquement dans des contextes extrêmement particuliers comme à l'hôpital, dans des situations de détresse respiratoire, d'aspiration respiratoire, mais est probablement négligeable dans des situations de la vie standard. Les cours reprennent, les bibliothèques sont rouvertes. Est-ce qu'on a un risque de se faire contaminer alors qu'il y a une personne qui est présente dans notre amphi ou en bibliothèque? Donc je rappelle que pour aller en amphi ou en bibliothèque, il y a un prérequis. Il est interdit de venir travailler sur le lieu de travail quand on est symptomatique. Ça élimine déjà les personnes a priori les plus transmettrices. Deuxièmement, on fait une bonne hygiène des mains et on porte un masque. Donc le risque de transmission dans des conditions, y compris d'amphithéâtre ou de bibliothèque, est maîtrisé si l'ensemble des personnes respectent ces pratiques. La problématique, c'est donc une personne qui est en amphi, on est dans un espace clos, dans une salle de TD, 2D, et tout le monde porte le masque, et tout le monde a fait l'hygiène des mains, et est-ce qu'on peut être contaminé parce que le cours dure 1, 2, 3 heures sans pause? Eh bien, en théorie, le risque est très maîtrisé parce que tout le monde porte un masque et ne l'enlève pas pendant, y compris d'ailleurs l'enseignant, pendant cet enseignement. Bien sûr, il n'y a jamais de protection à 100%, même si tout le monde porte un masque. Il peut y avoir quelques petites fuites, un masque mal ajusté, mais la taille du risque n'est pas connue. La distanciation physique est demandée et dans toutes les recommandations, c'est bien marqué. Si vous ne pouvez pas respecter la distanciation physique, portez tous un masque quand vous êtes ensemble. Donc, ça veut dire que porter le masque diminue énormément le risque, y compris quand on ne peut pas respecter la distanciation physique. Certaines personnes sont à risque de faire des infections à Covid graves, voire très graves. Parmi celles-là, il y a les personnes au-dessus de 60 ou de 65 ans, les personnes diabétiques et plein d'autres facteurs de risque. Est-ce que quand j'ai cet âge, est-ce que je dois faire du télétravail? Eh bien, encore une fois, c'est si on respecte l'ensemble des mesures et que les personnes avec qui on est respectent l'ensemble des mesures, le risque est maîtrisé et on peut venir sur le lieu de travail, bien qu'on ait un âge plutôt avancé et très loin de la retraite, malheureusement. Donc maintenant, ce n'est pas moi qui ai plus de 60 ou de 65 ans sur mon lieu de travail, c'est je travaille et je rentre à la maison et je vis en permanence avec des personnes qui ont un risque de Covid grave. Eh bien, le meilleur moyen de les protéger, c'est de respecter tout le temps les bonnes pratiques de distanciation, les bonnes pratiques d'hygiène des mains et le port du masque. Comme on le voit souvent, beaucoup de personnes respectent ces pratiques et dès qu'ils sortent ou de leur lieu de travail ou du métro, vont manger avec des personnes dont ils ne connaissent pas du tout le risque qu'ils ont pris en dehors, vont manger avec des amis ou boire des verres. Et c'est dans ces situations de repas, de pause ou des rencontres sociales en dehors que les personnes prennent le plus de risques. Donc ce que moi je conseille, c'est pour les personnes qui vivent avec des personnes très fragiles, pour les protéger, d'éviter toutes ces expositions en dehors du travail et au moment où on baisse le masque, pour pouvoir avoir un peu de plaisir au moment de la pause café ou des repas.